Tu nous fais la transition toute trouvée. Ta définition aujourd'hui de l'e-sport, on en parle beaucoup, mais de manière simple, à quelqu'un qui ne connaîtrait pas le gaming ou l'e-sport, c'est Ouais. quoi? Quelles sont les caractéristiques principales qui le Alors, c'est, définissent? c'est une très bonne question. Il y a eu longtemps, alors il est encore présent, mais il est un peu moins. Il y a eu un gros amalgame sur l'e-sport. L'e-sport, c'est très simple, c'est la pratique du jeu vidéo en compétition. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Tout ce qui va être la pratique du jeu vidéo qui n'est pas en compétition, on va parler de gaming. Voilà. Donc, beaucoup d'entre vous, sans doute, jouent à des jeux, voilà, entre amis, etc. Vous faites du gaming. Tous ceux qui aujourd'hui, là, dans notre audience, participent à des compétitions où il y a des petites dotations, etc. Là, on rentre dans le cadre de l'e-sport. Donc, je précise, l'e-sport n'est pas la pratique du jeu vidéo de sport, c'est vraiment la pratique du jeu vidéo en compétition de n'importe quel jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeu majoritaire e-sport, de la communauté e-sport, on va parler d'un League of Legends, dont l'éditeur est Riot Games. Euh, c'est un jeu qui se joue en équipe à 5 et qui n'a rien à voir avec du sport. C'est un jeu de stratégie où on doit tuer des dragons. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans le sport. Donc, pendant longtemps, au départ, effectivement, beaucoup d'annonceurs, beaucoup de gens croyaient que l'e-sport était, par exemple, la pratique du jeu FIFA. Rien à voir. FIFA, typiquement, pour vous donner un exemple, FIFA est un jeu qui n'est pas conçu pour l'e-sport, c'est-à-dire qu'au départ, FIFA, les premières éditions, c'était vous qui jouez contre un ordinateur, ou au pire, vous pouviez faire des parties avec vos potes, etc., sur la même console. Bon, ils ont vu justement arriver l'e-sport avec au départ des World of Warcraft, etc., etc., où ils se sont dit, bah tiens, on va mettre un jeu en ligne et on va créer un mode de jeu en ligne pour pouvoir justement créer des compétitions. Donc, c'est un jeu qui était au début du gaming et qui a, par la force des choses, créé un mode de jeu pour permettre de faire de l'e-sport. Voilà. Mais clairement, aujourd'hui, vous parlez à la communauté e-sport, FIFA, c'est pas de l'e-sport hein, pour ces gens-là. L'e-sport, c'est Fortnite, c'est League of Legends, c'est Dota 2, World of Warcraft pour les plus anciens, Counter-Strike, Rainbow Six maintenant. Voilà, ça c'est les jeux. On va parler vraiment de jeux e-sport, Rocket League, voilà, Trackmania, donc qui sont des petits jeux d'arcade de voiture. Donc ça n'a rien à voir avec des jeux de sport. Hein. Donc voilà. Donc pour la définition, elle est très simple. La pratique du jeu vidéo en compétition. N'hésitez pas hein, dans le chat, mais n'hésitez pas si vous jouez à ces jeux aussi à réagir. Hein. On voit le chat en même temps, donc n'hésitez pas à être interactif là-dessus. D'où ça émerge, ça, Alexandre? D'où ça sort? J'imagine les pays asiatiques, mais comment ça prend forme, tout ça? Comment ça devient si puissant? Comment ça devient si populaire, le e-sport? Sans faire un Ouais. historique, mais pour le cadrer un petit Alors, peu. c'est pour ça que je précisais cette définition-là. Le gaming, c'est présent depuis maintenant presque 30 ans avec l'arrivée des consoles, etc. Encore plus, ça s'est développé encore plus avec évidemment l'informatique et le PC. Je précise que l'e-sport aujourd'hui, la plupart des jeux se jouent sur PC. Hein. Les jeux consoles, typiquement, on est vraiment, enfin, encore une fois, l'hardcore même de la communauté e-sport, c'est le PC. Hein. C'est pas les consoles. Donc comment c'est arrivé? Tu as raison de citer les marchés asiatiques. Effectivement, sur les marchés asiatiques, on les connaît, on voit un peu comment ils fonctionnent. Ça fait des années en fait que ces gars-là qui pratiquent ces jeux-là à des niveaux absolument. Je vous invite à aller voir hein, des parties de finale, etc. Si vous avez déjà joué à Counter-Strike dans votre vie, vous imaginez face à un mec comme ça, c'est-à-dire que vous apparaissez, vous prenez un kill dans la tête et puis vous réapparaissez, vous reprenez la même chose et ça pendant 25 minutes. Les mecs, c'est des brutes quoi. C'est vraiment depuis la nuit des temps là-bas, c'est considéré comme voilà, vous êtes fort en jeu vidéo, vous êtes aussi important qu'une rockstar quoi, un mec qui joue de la musique. Donc moi, ma génération, dans ma classe, le mec qui jouait super bien de la guitare, c'était voilà, c'était le gars qu'il fallait connaître, etc. Pour vous faire juste une petite histoire. Et le gars qui jouait aux jeux vidéo, c'était le geek anciennement. Et le gars, bon, c'était un peu le cassos de la classe, etc. Aujourd'hui, les tendances s'inversent. C'est-à-dire que même chez nous, sur les pays européens occidentaux, le gars qui va être bon en e-sport aujourd'hui, qui va être bon en jeux vidéo à 14 ans, il va être vu par sa classe comme une rockstar. Donc, on a fait un switch en 20 ans
qui est assez impressionnant, c'est-à-dire que l'image un peu mauvaise qu'on avait du gars qui jouait aux jeux vidéo, le geek, quoi, le cassos, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est vraiment, on s'est inspiré de ce qui se passait sur ces marchés asiatiques où aujourd'hui, on considère les gars comme voilà, c'est des mecs qui peuvent gagner hyper bien leur vie, qui ont un avenir qui peut être hyper prometteur parce que il faut que vous le sachiez, aujourd'hui, ces gens-là qui ont à 24 ans, la carrière d'e-sporteur, elle s'arrête. Hein. Donc la carrière, elle va aujourd'hui, on a même des gamins de 13 ans. Donc c'est-à-dire que, allez, on va prendre 13 ans jusqu'à 22 ans. Vous pouvez gagner des millions et des millions de dollars, plus que voilà des sportifs de haut niveau dans des sports qui sont en plus médiatisés, etc. Je pense au hand, etc. Ces mecs-là gagnent plus qu'un Nicolas Karabatic, sponsoring compris, pour vous donner un exemple. Voilà, donc c'est quand même hallucinant, quoi. Je veux dire, ça, il y a encore 10-15 ans, pardon, c'est la machine à café qui marche toute seule. Il y a encore 10-15 ans, c'était inconcevable. Aujourd'hui, c'est la réalité des choses. Ça se passe comme ça. Ces gars-là sont considérés comme des athlètes de haut niveau. Vous le voyez, vous avez sans doute pu le voir. On a aujourd'hui des anciens sportifs qui intègrent les staffs de ces équipes-là, de ces collectifs-là. Je vais citer un Yannick Agnel, par exemple, pour MCES. Il est directeur sportif. C'est pour une bonne chose. C'est-à-dire qu'en gros, il retranscrit son expérience de sportif de haut niveau, la manière d'aborder les matchs, etc., auprès de ses équipes. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans une mécanique où l'e-sport va venir, Tony Parker également, va venir. Enfin, on peut citer, voilà, Julien Beneteau pour GameWard, etc. Voilà, c'est des très bons exemples. Voilà, aujourd'hui, c'est comme ça que vont fonctionner. On a aussi Vitality qui va aller chercher aussi des anciens des kayakistes, je crois, si je vous dis pas de bêtises, 2 anciens champions olympiques, hein, quand même. Donc des kayaks, hein. Donc rien à voir. Aujourd'hui, Vitality joue à la F1. Donc c'est pas du voilà. Ce qu'on va chercher, c'est l'approche de la grande compétition, du moment où il faut être présent, etc. Ces mecs-là, vous vous rendez pas compte le nombre d'heures d'entraînement qu'ils font, qui passent. C'est voilà, ils ont des soins aujourd'hui. Ils ont pareil ils ont des blessures comme les sportifs du haut niveau. Donc souvent c'est aux poignets, aux mains, au dos, etc. Ils ont des kinés. Enfin, on est vraiment sur tendinite exactement, et on est vraiment sur un staff technique complet, quoi. Donc c'est assez impressionnant. On en reparlera notamment en troisième partie, si j'ose dire, puisqu'ils ont des coachs mentaux, puisqu'ils ont effectivement, comme tu disais, un staff, et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ils ont des évidemment. Donc, à un moment donné, on veut aussi pour les étudiants et les étudiantes d'être opportunistes par rapport à cet écosystème qui est générateur d'emplois. Tu vois, on en avait parlé aussi. J'avais bien compris la thématique, évidemment, de cette réunion-là. J'ai bien compris que mon audience était voilà, des futurs nutritionnistes, des diététiciens. Et c'est effectivement, moi, je serais vous, je regarderais très, très attentivement ce secteur-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, évidemment, vous le savez, dans le sport de haut niveau, voilà, la diététique, la nutrition, c'est quelque chose qui est présent depuis maintenant de nombreuses années, qui a encore sans doute des besoins. Mais alors, dans l'e-sport, je vais vous donner, je suis allé vous chercher quand même cet exemple-là. Je vous invite à voir la marque Feed avec Yellow Star. Yellow Star, c'est comme Yellow, la couleur, et Star derrière. Yellow Star, pour ceux qui n'auraient pas vu passer l'info, c'est celui qui est passé directeur sportif de l'équipe d'e-sport du Paris Saint-Germain. C'est un ancien crack sur FIFA. La marque Feed, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une marque voilà, qui propose des solutions un peu voilà, diététiques, etc. C'est un gars qui pesait, je pense, vous voyez la photo, là, je vous envoie le lien. Bougez pas, toc. Je vous envoie le lien. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Et ça, cet exemple-là, Ah oui, en effet. Voilà, cet exemple-là, c'est clairement ce que vous avez potentiellement en challenge demain. C'est-à-dire que des joueurs aujourd'hui qui ont ce gabarit-là, bon, peut-être pas autant, mais voilà, qui sont vraiment en surpoids, je suis bien placé pour le savoir, hein, j'ai bien farci depuis mon arrêt du tennis. Il y a un vrai, voilà, il y a un vrai besoin, quoi. Je veux dire, ces gars-là, c'est des personnes qui mangent pas très bien.
Aujourd'hui, pour vous dire, hein, tout collectif, les gros collectifs, les plus grandes équipes, créent ce qu'on appelle des gaming centers et des gaming house. Donc, ils ont tous ces e-sporteurs vivent dans la même maison, d'accord? Et c'est l'équipe derrière, c'est le staff qui va gérer ce qu'ils vont acheter, etc. comme produit. Donc, vous avez des équipes où voilà, il y a du laisser aller et en gros ils écoutent leurs joueurs parce que il faut comprendre que dans cet environnement-là, ce sont les joueurs qui font les équipes. C'est-à-dire qu'il y a comme dans le foot, vous avez des transferts, des périodes de transfert, c'est le cas actuellement. Un super joueur, quand il quitte une équipe, il quitte aussi, il enlève toute la communauté qu'il a à son équipe. Donc c'est à double tranchant pour l'équipe. Donc aujourd'hui, demain, Yellow Star vous dit, est encore joueur, il vous dit, ouais. Très bon exemple pour Rocky, exactement. Et en fait, les marques adorent venir, typiquement avec Feed, hein, adorent venir en plus s'associer à des opérations comme ça. Je vous rassure, hein, ce que fait Yellow Star là dans la transformation, c'est pas que la marque Feed. Hein. Derrière, il y a une équipe de diététiciens, de nutritionnistes qui lui font qui le font arriver à ce résultat. Hein. C'est pas que en mangeant du Feed qu'il est arrivé à ça. Pour reprendre l'exemple que je disais, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez clairement des gars qui jouent toute la journée assis, qui font très peu d'exercice et qui mangent un peu n'importe quoi. Donc, comme je vous le disais, si l'équipe écoute son joueur, il va continuer à mal manger. Par contre, elle a un intérêt aussi pour son image marketing à ce que ce gars-là, typiquement Yellow Star, à l'époque où il faisait 120 kilos, pour aller chercher des marques, c'était compliqué. Aujourd'hui, avec ce gabarit-là, tout de suite, c'est plus sexy pour une marque. Et ça, l'e-sport l'a bien compris. Les gens qui travaillent aujourd'hui dans l'industrie de l'e-sport comprennent ça. Et donc, il y a un gros travail à faire là-dessus. Donc, très sincèrement, je vous invite à suivre très attentivement ce qui se passe côté des équipes, des collectifs, des teams. Je peux vous en citer à l'appel comme ça, 6-7 en France. Vous avez Vitality, vous avez Solari, vous avez GameWard, vous avez MCES, vous avez LDLC, vous avez Gamers Origin. Voilà, je vous invite à regarder ces équipes-là parce que ces équipes-là, aujourd'hui, elles ont des joueurs qui ont des besoins forcément en nutrition. Donc voilà, je serais vous, je regarderai très attentivement ce secteur-là pour terminer là-dessus. Alexandre, on se partage le baromètre, comme ça on voit un panorama de la situation et après on parlera prospective et on parlera des JO notamment. Oui, bien sûr. Ouais, on va se le. Alors, soit tu le partages, comme ça tu prends la main sur l'écran. En bas à droite, tu as écrit présenter maintenant. Oui, t'inquiète, je commence à le maîtriser. Hop, il est là. Donc, ça, c'est un baromètre qui est paru il y a, je pense, une semaine ou deux, qui est fait avec Médiamétrie et eSport France, pour info. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Il y a quand même 7 800 000 consommateurs ou pratiquants. Donc, on est déjà plus 16% par rapport à l'année dernière. Donc, voilà, on reste sur des chiffres qui sont affolants. Je veux dire, des croissances à 2 chiffres aujourd'hui dans le contexte. C'est quand même très rare, d'accord. Donc 4,5 millions sont uniquement des consommateurs, donc c'est-à-dire qu'ils sont juste là pour regarder, d'accord. Vous en avez 2 millions qui sont des consommateurs, mais aussi des pratiquants, d'accord. Donc là, vous avez au-dessus, c'est les évolutions en pourcentage par rapport à l'année dernière. Donc 9 millions de plus, 9% de plus de consommateurs, 4% de plus de consommateurs et pratiquants, et 3% d'uniquement pratiquants. Ça, c'est fait sur des internautes de 15 ans et plus, d'accord, parce qu'on considère qu'en dessous, c'est pour vous dire, les chiffres là, on ne prend pas ce qui est en dessous. Alors qu'en dessous, aujourd'hui, je vous disais, vous avez des gamins de 13 ans aujourd'hui qui intègrent des équipes. Donc, clairement, je vous le dis, entre 10 et 15 ans, vous avez déjà une génération actuelle qui est aspirée là-dedans, mais d'une manière, c'est vraiment dingue. Pour être allé sur la Paris Games Week les 2 dernières années, je vous invite à aller voir le phénomène. Moi, je l'avais fait il y a 5 ans quand j'étais encore chez IMG. Voilà, c'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est absolument incroyable. Et là-dedans, vous retrouvez clairement ce baromètre. Vous retrouvez clairement ce que je vous explique dans la Paris Games Week.
Qui sont les joueurs d'e-sport aujourd'hui? C'est ce que je vous ai expliqué. Vous avez les joueurs grand public, 10,3 millions. Vous devez, parmi vous, être dedans. D'accord? Donc, c'est des jeux de vidéos d'affrontement, sans classement, sans compétition. Donc, on va parler de gaming. C'est 47% d'hommes, 53% de femmes, hein, contrairement à ce qu'on pense. En fait, c'est pour ça que je vous fais cette différence entre le gaming et l'e-sport. Vous voyez sur le petit schéma à droite, on passe tout de suite déjà après à 70 et 30%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gaming, on va faire rentrer de la pratique comme du Animal Crossing, que vous devez connaître, vous. J'ai vu qu'il y avait une audience qui était assez féminine, ce qui ne m'étonne pas trop sur le créneau de la nutrition. Vous devez potentiellement connaître ce jeu-là, en tout cas à minima, peut-être avoir des copines, des potes qui jouent à ça. On est vraiment sur un univers voilà, féminin, etc. Et là-dedans va rentrer cette catégorie-là. C'est pour ça que vous avez ce chiffre aujourd'hui de 47% et de 43% féminine. D'accord? Une CSP+, à 33%. Donc, contrairement à ce qu'on pense, aujourd'hui, le consommateur a de l'argent, hein, parce que un jeu de vidéo, aujourd'hui, ça coûte quand même un peu d'argent. Donc, voilà, il y a une cible qui est hyper intéressante pour les marques, au-delà de ça. La deuxième catégorie, c'est ce que je vous disais, c'est donc l'e-sport loisir. Donc, c'est-à-dire que là, on va jouer avec un classement sur des jeux d'affrontement, donc des FIFA, ça va être des Counter-Strike, des jeux de battle, etc. Et là, tout de suite, c'est ce que je vous disais, vous avez une cible qui est beaucoup plus masculine. On est à peu près sur la cible 15-34, vous voyez 51-66. On est un peu similaire. Sur les CSP+, pareil, d'accord, ça change pas trop. Là où ça va vraiment, vraiment changer, c'est sur l'e-sport amateur. Où là, c'est ce que je vous expliquais, enfin, moi, c'est ce que je considère comme l'e-sport, c'est-à-dire que vous avez une notion de compétition avec un classement. En fait, l'e-sport loisir, pour vous donner un exemple, ça va être vous qui jouez à FUT. Mais le mode FUT dans FIFA où vous n'avez pas de gain à gagner, sauf si vous participez à une compétition en particulier. Et là, dans ces cas-là, vous participez dans l'e-sport amateur. L'e-sport amateur, c'est dès qu'il y a une compétition qui est organisée, etc. Donc là, vous regardez la cible, c'est assez hallucinant par rapport à la cible en vert. On a 94% de gars et 6% de nanas. Et ça, aujourd'hui, c'est une des problématiques de l'e-sport, c'est-à-dire que vous avez des équipes comme MCES qui essayent de prendre une position un peu différente parce que chacun prend un axe marketing et stratégique différent. MCES, typiquement, qui est une équipe française du sud de la France, essaye de faire vraiment des choses pour la cible féminine au sein de son équipe. Donc, ils ont une équipe de joueuses. Je crois qu'ils ont quelqu'un dans leur staff qui est joueuse, qui est féminine également. Donc, ils essayent vraiment de mettre ça en avant parce qu'ils essayent de faire changer un peu les choses. Voilà. Et ça, typiquement, vous prenez l'exemple d'une marque. Quand vous voyez ce chiffre-là, c'est compliqué. Si vous êtes une marque qui parle aux femmes, je vous prends un Sephora. Sephora n'ira jamais dans l'e-sport aujourd'hui. Voilà. Dans l'e-sport, je veux dire, dans l'e-sport amateur. Elle ira dans le gaming potentiellement, mais elle n'ira jamais dans l'e-sport amateur. 95% de 15-34. Donc là, vous voyez vraiment, on est vraiment sur une cible qui est hyper identitaire, qu'on va appeler les millennials, avec la génération juste avant. Et on est sur une cible encore plus CSP+, parce que là, on est dans mais bon, je pense que vous le savez encore mieux que moi. Vous savez tous que le diffuseur aujourd'hui de ces compétitions-là, ça s'appelle Twitch. Twitch, le modèle, donc ça existe plus trop en ce moment, mais qui a commencé, c'était que vous avez des casters, des streamers auxquels vous pouvez donner de l'argent, faire des dons, parce que voilà, ça vous ramenait des skins, parce que vous aimiez le commentaire qu'il vous a fait, etc. Il vous a donné un super tips pour passer le niveau suivant, etc. Bref. Et ça, de ma génération, hein, je vous parle, je pense que Jean-Jacques pourra le confirmer. Moi, c'est des choses jamais à ma génération. L'argent que j'avais, j'étais incapable d'imaginer le dépenser pour le donner comme ça en donation à des gars comme ça. Voilà. Donc, c'est vrai. Ça n'existait pas, très peu, on a l'impression qu'on a 65 ans. Non, mais effectivement, non, ça n'existait pas. Il n'y avait pas ce modèle-là. Donc, ça n'existait pas. Et au-delà de ça, on n'était pas dans cette optique-là de pouvoir potentiellement donner de l'argent à un gars derrière son écran, etc. Vous, aujourd'hui, peut-être pas vous, mais ceux qui sont après vous, là, c'est
c'est incroyable, quoi. Je veux dire, si vous avez des petits frères ou des petites sœurs, vous devez le voir. Pour vous donner un exemple, je crois que c'était sur Fortnite, le panier moyen annuel, donc des gars qui ont un compte, je crois que c'était 90$ annuel. C'est fou. C'est fou de se dire que sur un an, on va dépenser 100€ juste en skins, quoi. Non, là, je ne vous parle pas du jeu, hein, je ne vous parle pas de l'achat du jeu, je vous parle de skins, quoi. Donc, pour ceux que ça ne parle pas, c'est des petits items que vous avez achetés, des petites améliorations pour votre personnage, etc. Donc, enfin, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Voilà. Coupe de Zlin, parce que j'ai vu, moi, Saint-Martin et Toulousain aussi. Pourquoi région Occitanie numéro 1? Tu as une explication? Pourquoi l'Occitanie en e-sportif amateur se retrouve en 1? Parce que c'est potentiellement là qu'il y a eu pas mal de compétitions. Je sais que l'Occitanie, ils organisent un gros event. Alors, j'ai plus le nom exactement. Voilà, vous avez aussi la région Poitou-Charentes qui est aussi très investie dans l'e-sport, pardon, avec la DreamHack, qui était un gros festival, etc., qui avait lieu à Tours, si je vous dis pas de bêtises, et qui vient de fusionner avec ESL d'ailleurs. Donc là, ça va changer beaucoup de choses. Et les remarques sont très justes dans le chat. Aujourd'hui, ce que je vous disais par rapport aux dons sur Twitch, c'est une pratique qui ne se fait plus trop. Aujourd'hui, ça passe par de l'abonnement. Donc Twitch a changé un peu son fusil d'épaule. Et aujourd'hui, il faut s'abonner à la chaîne pour pouvoir en fait donner 10€ d'abonnement. En fait, c'est une manière de donner le don, mais via un abonnement. J'ai pas d'explication. C'est juste que cette région-là, comme la région, Rhône-Alpes avec LDLC, avec Tipeee, qui s'est beaucoup investi là-dedans. En fait, c'est des gros acteurs. Je pense que Poitou-Charentes doit apparaître aussi dans le top 3 des régions très investies là-dedans. Et Paris va le devenir de plus en plus, voilà, avec des Game Awards, avec des Vitality, avec des Gamers Origin, avec voilà, aujourd'hui, hein, pour vous donner un exemple, Vitality a quand même son flagship dans le 9e, près d'Oberkampf. C'est une boutique dans laquelle vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir acheter les produits comme vous avez à la boutique du Paris Saint-Germain sur les champs. Voilà, on en est là aujourd'hui. Donc, c'est pour vous montrer l'évolution du marché, c'est quand même assez dingue. Et mine de rien, ce confinement, même si les événements physiques, comme dans le sport, n'ont pas pu avoir lieu, leur a quand même fait beaucoup de bien, notamment au travers du gaming, en fait. Je trouve que c'est vraiment le gaming qui a pris le pas dans ce confinement, qui a permis, en fait, d'avoir des sports. En fait, c'est là où on s'est rendu compte que beaucoup de sportifs, en fait, à côté de ça, pratiquaient du gaming, voire même de l'e-sport. Je vais prendre l'exemple d'un Gaël Monfils, Griezmann. Vous avez aussi celui qui est très connu là-dessus, c'est Lemaitre, Christophe Lemaitre, en athlétisme, où on l'a vu plusieurs fois jouer, etc. Vous aviez Kevin Mayer aussi, qui était un grand joueur. Enfin bref, tous ces sportifs-là, aujourd'hui, ils ont, à côté de leur sport, ils ont une pratique de jeux vidéo pour la plupart. Donc, pendant ces confinements, ça s'est vu, c'est-à-dire qu'on leur a demandé de faire des affrontements, etc. On était plus dans du gaming, pour le coup, mais ça leur a fait beaucoup de bien, quoi, à l'e-sport, clairement, ça c'est sûr. Et donc, c'est pour ça aussi que ça explique ces chiffres sur le baromètre. Derrière, on va repasser aussi sur à quoi joue-t-il. Donc, c'est ce que je vous expliquais, il y a plusieurs jeux. Donc, sur la cible verte, c'est-à-dire vraiment gaming, on va être sur des courses arcade, voilà, Rocket League, Trackmania, tout ça, ça va rentrer là-dedans, des jeux de tir, des jeux de sport, Battle Royale, des jeux de combat, d'accord? Voilà les typologies de sport. Vous allez rentrer dans la catégorie où on va jouer en ligne, en compétition, avec un classement, mais il n'y aura pas de dotation. Là, vous allez rentrer sur des jeux de tir, des battles, jeux de sport, des courses et des arènes, qui est une nouvelle arrivée dans cette catégorie-là, hein, les arènes de combat. Les arènes de combat, c'est ce que je vous explique, c'est le jeu League of Legends. C'est-à-dire que vous avez une map, une plateforme, vous avez des équipes avec des territoires, il faut aller conquérir le territoire d'en face, pour vous la jouer simple. Et ben vous retrouvez en fait cette catégorie qui se retrouve première derrière sur les jeux d'e-sport. Donc c'est ce que je vous disais, entre FIFA, d'accord, que vous allez retrouver en 3e position dans les jeux de la cible verte, et vous voyez dans les jeux en rouge, il existe même plus en fait. Il existe même plus parce que dans cette cible hardcore e-sport, les jeux de sport ne sont même pas considérés. D'accord. Sport arcade, c'est typiquement Rocket League, par exemple. Hein. C'est un jeu de voiture où vous faites en fait la voiture et le joueur de foot, vous devez marquer des buts avec des voitures.
temps consacré la dernière semaine aux jeux vidéo d'affrontement. Donc là, il faut arriver à décrypter ce qu'ils vous disent. Donc, il n'y a que seulement 10% qui ont joué plus de 5 heures. D'accord, on va prendre juste cette stat-là. Dès que vous rentrez dans la catégorie du dessus, vous avez quand même 30% qui passaient plus de 5 heures. Et alors là, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Quand vous êtes aujourd'hui joueur d'e-sport, vraiment, vous avez des dotations, etc., c'est plus de 5 heures, c'est 80%. D'accord? Donc, c'est énorme. C'est énorme. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Plus de 5 heures. Moi, j'étais à 10 heures d'entraînement tennis par semaine. Et on était 5 dans la Ligue du 92 à faire ça. D'accord? Donc, c'est pour vous donner un chiffre. Là, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Le temps passé sur ces jeux, c'est juste incroyable. Vraiment incroyable. Donc, et c'est la question qui agite tout le monde. Tu vas répondre, toi, avec ton intime conviction. Est-ce que le e-sport, pour toi, c'est du sport, tu vois, par rapport à l'entraînement, au temps passé à Je pense que là, tout le monde peut déchirer. Ouais, c'est une question débat, ça, mais bon. Moi, vous l'avez compris, je suis un ancien sportif. Donc, demain, mon enfant me dit je veux être joueur e-sport. Je préférais qu'il soit joueur de tennis ou joueur de golf que joueur d'e-sport. Ça, c'est sûr. Voilà, pour plein d'autres raisons. Maintenant, je suis aussi dans le business. C'est sûr qu'aujourd'hui, ces gens-là sont considérés comme des athlètes. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Demain, ce sera encore le cas et ce sera encore, je pense, encore plus important. Vous donner un chiffre. Hein. Le prize money du jeu Fortnite, Epic Games, on a atteint une somme à 41 millions de dollars, d'accord, donnée par la communauté. Bon, c'est astronomique. Alors même si c'est divisé derrière par plusieurs, c'est astronomique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens-là gagnent potentiellement, ce que je vous disais, plus d'argent que des joueurs qui passent. En fait, ils passent autant de temps sur leur jeu qu'un Nadal va passer sur un cours de tennis. Et je peux vous dire que Nadal, il en passe du temps hein, sur un cours de tennis. Un petit peu moins en ce moment, mais je peux vous dire que pendant 10 ans de sa vie, il en a passé même plus, 20 ans. Il a passé un nombre incalculable sur les cours. Voilà, bah, ces gens-là, aujourd'hui, c'est exactement la même chose, mais devant un PC. Alors, aujourd'hui, ils ont 2 activités, hein, ces gens-là. Ils jouent, ils participent à des compétitions. Et à côté de ça, leur gagne-pain, c'est d'animer des streams, etc. Mais ça, vous le savez, vous le connaissiez mieux que moi. Et c'est là, justement, où ils vont gagner de l'argent. D'accord? Donc, en plus de ça, ouais, c'est des gars, franchement, aujourd'hui, hein, ils se retrouvent avec, pour avoir côtoyé un peu les gars de Solari, vous avez chez Solari, vous avez des gars qui gagnent aujourd'hui plus de 200 000 euros par mois. Hein. Facile. Voilà. Alors, pour vous donner une idée. Alexandre, tu as des questions dans le chat, du coup? Pardon, j'étais sur le support. Alors, attendez, je reviens. J'étais là. Flagship magasin Amiral. Un peu vitrine. Semaine, bien évidemment, là, c'est des stats. Bien évidemment, ils sont même limite à 5 heures par jour hein, pour certains, bien évidemment. Alors, Gobert, oui, qui s'est mis dans l'e-sport. Neymar, je n'ai pas compris. Traditionnel, et plutôt, plusieurs questions. C'est pas forcément cette question, Nicolas, qui est centrale. C'est plusieurs questions. On va te répondre et Alexandre va te répondre. Alors, attention, hein, là, c'est quand la remarque d'Alexandre, c'est pas tant que ça. Là, c'est attention. Hein, là, c'est-à-dire qu'on va prendre aussi dans le baromètre, pardon, on va prendre le joueur amateur, hein, c'est-à-dire le joueur qui va participer à une compète où il va y avoir 250 euros. Si vous prenez juste la catégorie e-sport et non là, on n'est plus amateur, mais on est professionnel. Là, c'est 100% plus de 5 heures et vous allez avoir une autre catégorie, c'est plus de 20 heures et là, vous allez avoir 80%. Pour vous préciser, d'accord? C'est juste que là, c'est noyé un peu dans la masse. Sport ou pas sport, quel intérêt de comparer ça au sport traditionnel? Elle est plutôt là la question. Nicolas, l'intérêt, c'est pour vous montrer un peu aujourd'hui la taille du marché et vous montrer qu'aujourd'hui, ça, c'est des choses que vous voyez aujourd'hui en France qui sont présentes depuis des années sur les marchés asiatiques. C'est-à-dire que c'est le marché de demain.
C'est le marché de demain pour vous. C'est ça que je vous dis. C'est-à-dire que ce qu'on a connu il y a 40, 50 ans dans le sport, c'est-à-dire la construction de l'industrie sportive. Je vous parlais de Mac McCormack. Mac McCormack, il a mis tout ça en place dans les années 70. C'était voilà, c'était le début d'une superbe aventure, etc. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans l'e-sport. Donc, vous êtes au début, ça a déjà bien commencé, mais ça va encore continuer, d'une aventure qui va forcément grandir, donc, c'est pour ça que je vous compare ça par rapport au sport traditionnel. C'est-à-dire que les montants que vous voyez dans le foot aujourd'hui, c'était pas ces montants-là, et Jean-Jacques pourra vous le confirmer. Puma ne faisait pas autant d'argent il y a 20 ans que ce qu'ils font aujourd'hui, par exemple, parce que les droits n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, quand vous voyez ce que coûte un joueur, je suis désolé, c'est démentiel, et c'est ce qui va se passer dans l'e-sport. Et mine de rien, et c'est comme moi, vous allez suivre un petit peu là où il y a de l'argent. Donc là où il y a de l'argent, demain, c'est dans l'e-sport, c'est sûr. C'est déjà le cas. Puisqu'en fait, voilà, ce que tu dis très justement, Alexandre, c'est que là où il y a de l'argent, ça crée un écosystème. Là où il y a un écosystème, c'est là où c'est générateur d'emplois. Il y a un gisement d'emplois qui sont très, très importants. Et on en parlait lors d'un cours, et après, vous pourrez poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Les JO, le Graal pour tout le monde. Je sais que tu as des infos, on en avait parlé. Je sais que tu as des petites infos en off, si j'ose dire. Alors, c'est pour quand le e-sport au JO? Est-ce que c'est d'actualité ou comment ça va se passer? Ou est-ce qu'en fait, ça va pas de l'e-sport, ça va être un peu autre chose de manière adaptée? Quel est ton point de vue? C'est une bonne question, c'est une très bonne question, et je vais pouvoir vous en donner. De toute façon, ce que je vais vous dire, c'est pas des choses en off, c'est des choses aujourd'hui qui sont affichées par le COJO. Vous allez avoir déjà une rentrée de l'e-sport sur les JO de 2024 de par deux actions. La première, c'est que vous allez avoir sur l'épreuve de voile, vous allez avoir une épreuve sur Virtual Regatta que je vous invite à aller voir, qui a été créée, ce petit jeu, donc qui est une simulation de voile. Vous prenez votre bateau, vous le construisez, vous mettez des équipements, etc. Et en fait, ce jeu-là a été créé pour le Vendée Globe au départ. Donc, le Vendée Globe a été très visionnaire là-dessus. C'est un jeu, moi, qui m'avait été présenté, j'étais encore en cours, donc ça doit faire au moins, il a été créé il y a au moins 8 ans, je dirais. Très simple, ce jeu-là a tellement bien marché sur le Vendée Globe que ça a donné lieu à des compétitions d'e-sport. Et pour vous donner un exemple, je parlais d'MCES. MCES aujourd'hui a créé son équipe, a été très malin, a vu que la voile était très, 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 très puissante sur ce jeu-là. Dans la voile, il y a énormément d'argent. Vous le savez tous, un bateau, ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros aux marques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans la voile. Si vous voyez des sponsors, c'est que des sponsors hyper, hyper qualitatifs. Et donc, ils se sont dit, tiens, on va aller se mettre une équipe e-sport là-dessus. Ils ont une équipe e-sport qui fonctionne très, très bien, qui marche très bien. Et donc, qu'est-ce que c'est dit le COJO? On a une épreuve de voile. On va proposer à nos fans l'épreuve de voile des Jeux Olympiques sur Virtual Regatta. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être mis en place. Voilà, première action, on va dire, du CIO dans l'e-sport, c'est comment amener une simulation de jeux vidéo là-dedans. Donc, ça va être une compétition pour les fans, etc. Je ne sais pas encore si les sponsors, alors parce que les sponsors pour les Jeux Olympiques, c'est quand même assez particulier. Il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire. Je ne sais pas comment ils arriveront à lier les sponsors à cette opération-là. Je ne sais pas si les sponsors pourront mettre des dotations à gagner, etc. Mais moi, c'est comme ça que j'imaginerais le truc. Première action donc du COJO dans l'e-sport pour 2024. Deuxième action, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être sans doute pour ceux qui suivent tout ce qui est triathlon et cyclisme. C'est cette application Zwift que vous voyez maintenant à la télé, Zwift. Donc, c'est ni plus ni moins une application qui vous permet en fait de faire votre training sur votre home trainer chez vous, d'avoir un écran et en fait d'être projeté dans un décor virtuel où vous allez avoir votre pote qui va faire la même chose chez lui, qui va être à côté de vous en fait sur l'écran virtuel. Donc ça,
on est sur quelque chose qui est encore un peu hybride parce que là, vous avez une vraie pratique du sport, mais qui est projetée dans un univers virtuel. Donc, on est presque sur de la réalité augmentée plutôt, mais qui va aujourd'hui qui rentre dans cette case e-sport. Mais moi, je suis pas trop fan parce que ça amène de la confusion. Pour moi, c'est pas vraiment ça. Mais bref, mettons-le dans l'e-sport. Et donc là, ils vont proposer l'épreuve des JO, pareil, aux fans, aux amateurs. Sur une application Zwift. Donc, deux belles premières actions sur l'e-sport. Je trouve que c'est très, très bien. C'est une manière très intelligente de le faire rentrer, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas avec des jeux. Alors, il y avait aussi potentiellement des discussions aussi avec le jeu Rocket League et Trackmania pour les fan zones, etc. Donc, déjà, quid des fan zones, VS le contexte. J'espère vraiment, très sincèrement, qu'en 2024, on sera très loin derrière tout ça. Voilà, potentiellement, c'est les discussions qu'ils avaient, c'était de pouvoir mettre des zones de gaming et de jeux sur les fan zones. Je ne sais pas si ça sera possible. Mais en tout cas, ces deux briques dont je vous parle, Zwift et Virtual Regatta, ça, c'est des choses qui sont actées, qui seront proposées pour sûr. Et ça, voilà, c'est quand même à noter parce que aujourd'hui l'e-sport qui rentre au JO, c'est voilà, on peut vous demander pourquoi comparer ça au sport. Pour ça, pour vous montrer l'état du marché aujourd'hui. Alors, tu as une question de Marie. Ouais, je regarde comment il détermine les jeux présents au JO pour mettre. Sachant que ça va être le problème, ça, notamment les éditeurs de jeux vidéo sont des entreprises privées. Oui. Et contrairement à des fédérations de sport, là, on est totalement sur du privé. Donc, pourquoi choisir un privé plutôt qu'un autre? Tu vois, c'est là où ça peut. Marie soulève une très bonne question. C'est pour ça aujourd'hui que vous n'avez pas d'épreuve e-sport à proprement parler au JO. C'est parce qu'ils n'ont pas encore résolu cette question-là. C'est-à-dire que aujourd'hui leur quid, c'est voilà, exactement. C'est-à-dire, est-ce que on va rentrer sur un modèle financier, c'est-à-dire où c'est l'éditeur qui va payer le plus qui sera présent au JO? Voilà, on peut se poser la question. C'est une vraie bonne question, Marie. Ou est-ce que la question, ça va être, est-ce qu'on va aller sur le jeu finalement qui a le plus de pratiquants? On pourrait se dire ça. Les JO, aujourd'hui, quand ils font rentrer des sports, enfin, les sports que vous avez, c'est les sports où il y a le plus de pratiquants de toute façon. Alors la beauté pour moi des JO, c'est justement d'aller chercher des sports qui n'ont pas la chance d'être médiatisés comme le foot ou d'autres, ou le tennis, etc. Je préfère regarder une épreuve de pentathlon moderne aux JO, moi, en tant que bon sportif, parce que je vois jamais de pentathlon moderne. Donc voilà, on peut se poser la question. Ça peut être ça peut être qui paye le plus, ça peut être aussi voilà quel jeu rassemble le plus de pratiquants. Et dans ces cas-là, voilà, ça va être un League of Legends potentiellement ou un Fortnite demain. Voilà. Les JO, c'est par nation, ça serait pas le cas pour l'e-sport. Et on est d'accord, il y a ce problème-là, c'est-à-dire que, alors, ça serait possible. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous regardez les nations qui participent aux JO, on pourrait très bien se dire que chaque nation rassemble une équipe sur un jeu. Il faut le savoir, les gars vous avez des gars dans les teams qui jouent à plusieurs jeux. C'est-à-dire que le mec qui est bon à un jeu, souvent, bon, même si c'est peut-être pas même si c'est, ouais, je suis d'accord. Les pays asiatiques sont déjà très forts au JO. C'est vrai que si on rajoute ça risque d'être très très compliqué pour nous. La Corée va sans doute ramener beaucoup beaucoup de médailles. La Chine aussi commence à être pas mal, le Japon aussi. Mais effectivement, je pense que on peut se poser la question, mais je pense qu'à l'avenir, alors ça ne sera pas tout de suite, 2024 déjà, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que c'est dans 4 ans. Dans 4 ans déjà, je vous dis, cet écosystème-là sera déjà complètement différent. On est sur des croissances à 2 chiffres, je vous le dis. Ça, c'est voilà, le sport aujourd'hui, on est sur une croissance régressive à 2 chiffres, peut-être, vu le contexte. Donc, voilà. Est-ce que ça peut être plusieurs jeux aussi, ça peut être plusieurs jeux pour essayer de respecter aussi une équité par pays, etc. Ça peut être aussi typiquement potentiellement là vous voyez vous avez le breakdance qui arrive. Moi je trouve que c'est une super nouvelle. Je trouve que ça va faire du bien, ça va amener du sang neuf pour les JO. Les JO aujourd'hui, quand ils font ça, là, quand ils ramènent le skate, quand ils ramènent le surf, etc. À votre avis, c'est quoi l'idée? L'idée, elle est très simple.
c'est que les JO aujourd'hui, à mon époque, et Jean-Jacques pourra le préciser, pourra le confirmer aussi, moi, je regardais les JO avec mon père, c'était un moment incroyable. Voilà, je regardais des sports que je voyais jamais. Je continue d'ailleurs de le faire parce que c'est culturel. C'est amener un nouveau public. Évidemment, c'est aller capter une nouvelle cible, une nouvelle communauté. Cette cible, c'est les millennials. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gamin de 10 ans, les JO, mais ça lui parle pas. Ça ne lui parle pas du tout. Il n'a pas du tout le réflexe de s'asseoir à côté de son père et de regarder le saut en hauteur avec la ligne. Il s'en fout de ça. Il s'en fout et le CIO l'a bien compris. Donc, ils vont ramener du skateboard, ils vont ramener du surf, ils vont ramener du breakdance, etc. C'est uniquement pour capter cette cible-là, clairement. Donc, évidemment, si on suit cette logique-là, la next step, c'est comment on intègre l'e-sport. Donc là-dessus, évidemment que c'est hyper prometteur pour eux, vous l'avez compris, on a un taux de rétention, on a un taux de participation qui est quand même absolument dingue dans cet univers-là. Vous voyez les cibles, vous voyez les cibles de toute façon qui sont 15-34 ans, quoi. Je veux dire, et encore une fois, hein, on ne fait pas rentrer celle des 10-15 ans, mais si demain vous la rentrez dans ces stats-là, vous allez voir, c'est absolument hallucinant. Donc, je pense, rassurez-vous, je pense que déjà dans 2 ans, on refera un point de passage, on verra où en est l'univers de l'e-sport, comment ça s'est structuré. Aujourd'hui, vous avez quand même des fédérations françaises, etc., qui essayent de se mettre en place. Ça va passer par ça. Demain, pour moi, ça va passer par ça. C'est-à-dire que dans ces fédérations-là, on va intégrer des jeux qui sont des incontournables, comme on l'avait avec les sports olympiques à un moment donné. On s'est dit l'athlétisme, c'est incontournable, etc. Le tennis, c'est incontournable. Le foot, c'est incontournable. Par contre, voilà. Et ben ça va se passer de la même manière pour moi. Je pense qu'on va arriver à ça assez rapidement. Dites-vous, après il va rester 10 minutes, parce que vous en êtes sur un cours d'une heure, ce que je regardais. Vous allez poser toutes les questions que vous voulez. On est dans un monde en transformation rapide. Là, sur ces 10 dernières années, on a fait beaucoup d'avancées en termes de communication notamment. Et surtout, Covid est arrivé. Le Covid est arrivé, donc il y a eu un déséquilibre. Le Covid, qu'est-ce que ça a fait? Ça a déséquilibré le monde réel et le monde digital. Et du coup, pendant ce temps, tu le disais justement tout à l'heure, ça a appuyé le fait que les gens jouent, etc. Donc déjà, un monde en transformation rapide avec l'apparition d'Internet, les smartphones, etc., les temps d'écran, ce qu'on appelle les temps d'écran. On s'était amusé à voir un peu combien vous passez de temps devant votre smartphone par semaine. Vis-à-vis de ça, le truc qu'on n'avait pas prévu, le Covid, donc qui accélère un peu, qui déséquilibre totalement le côté physique et digital, et ensuite ce côté opportuniste poursuivi par le CIO, qui veut tout simplement capter des audiences. Et vous avez qu'à, et tu l'as dit tout à l'heure, regardez vos petits frères et vos petites sœurs, on est aujourd'hui sur un fossé générationnel qui est énorme. Aujourd'hui, voilà, vous avez des gamins à 10 ans, 12 ans qui ont des smartphones, et pas le dernier, pas le smartphone pourri, des smartphones assez incroyables. Donc on est sur une façon de consommer qui est différente. Le sport est une façon de consommer et donc du coup, tout s'agrège de cette manière-là par rapport au contexte et par rapport à la digitalisation de la société. Donc, il nous reste 10 minutes, profitez-en, ce sera plus humain si vous allumez votre micro. N'hésitez pas maintenant à poser vos questions par micro, ce sera beaucoup plus sympa pour tout le monde. Et allez-y, on peut vraiment parler des choses qui fâchent ou autres, que l'on pense que ce soit du sport ou pas, mais en tout cas, voilà, allez-y, profitez-en, c'est le moment. Et je vous remets le lien du baromètre, n'hésitez pas à aller voir la fin de ce baromètre pour vous montrer un petit peu effectivement le profil vraiment de ces 3 cibles qu'ils ont pu établir. Et je suis là pour répondre à vos questions. C'est plus une question sur l'économie de l'e-sport. Parce qu'aujourd'hui, les grandes équipes comme Vitality, ça passe par des levées de fonds. Fnatic, ça passe par... c'est les personnes maintenant qui peuvent devenir en partie propriétaires. Comment ça va évoluer? Parce que le prix des retransmissions, c'est gratuit sur Twitch. Donc on ne peut pas passer par les droits TV. Le sponsoring, au bout d'un moment, justement, si au CIO, les jeux ne passent pas, ils vont peut-être partir de ces jeux-là. Et les joueurs, ils coûtent de plus en plus cher. Est-ce que c'est périn sur le long terme? C'est ça la... C'est une super bonne question. Effectivement, je voulais vous le préciser, tu fais bien de me parler de ça. Je voulais vous préciser, aujourd'hui, le modèle économique de tous ces acteurs-là dans l'e-sport passe à 90% par des levées de fonds. D'accord? Donc, c'est des investisseurs privés qui investissent dans ces structures-là parce que ils pensent que c'est la future manne et pas
pas à tort à mon avis, hein. C'est juste que pour l'instant, les modèles économiques sont difficiles à trouver parce que voilà, aujourd'hui, les marques, c'est 70% de revenus de cette industrie. Donc, demain, les marques s'en vont, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, c'est ce que je vous explique, VS, le CIO, c'est que la cible des millennials, c'est ça, c'est ici. Donc, c'est impossible demain que les marques s'en aillent parce que c'est trop important pour elles. Et donc ça, aujourd'hui, le modèle est encore un peu, effectivement, je te l'accorde, un peu fragile. Je pense qu'il faut faire confiance à toutes les personnes qui viennent de l'environnement du sport, etc., pour consolider ce modèle-là et que demain, voilà, il y ait des droits TV potentiellement qui soient déclenchés, je pense, clairement. Je pense pour ajouter ce que tu as dit, mais vraiment, je pense que c'est une question de structure. Il faut structurer la compète. Peut-être qu'il y aura une compétition parallèle, tu vois, un peu comme la Ligue des champions en foot et le championnat domestique. Et à un moment donné, peut-être qu'ils vont créer quelque chose, tu vois, spécial pour les grandes occasions, les méga-events un peu traditionnels. C'est ce que fait Riot, hein. C'est ce que fait Riot avec League of Legends aujourd'hui, avec le LEC. C'est typiquement un modèle Ligue des champions. C'est une ligue fermée, etc. Donc ça va encore plus loin. On est presque plutôt sur un modèle NBA. Ça marche, hein. Ça marche. Ils sont pas rentables. Ils sont pas rentables parce que aujourd'hui, c'est comme ça. Ils préfèrent investir de l'argent pour leur communauté, etc. Faire grossir la communauté. Mais voilà, Alban Deschlot qui est aux manettes chez eux, chez Riot, il est en train de tout faire justement pour amener une consolidation du modèle économique. Et je ne doute pas qu'un mec comme Alban arrive à y parvenir. Voilà, je pense dans 2 ans, ce sera différent. Et je pense que voilà, aujourd'hui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est ce modèle-là avec des droits TV qui sont accessibles partout, qui sont non payants, qui sont sur Twitch. C'est ce qu'aime la communauté. Et c'est pour ça aujourd'hui que le modèle, il est comme ça. C'est que il y a même un Riot n'ose pas prendre le risque de dire je vais faire payer mes compétitions parce que ça va pas être accepté par les communautés. Mais encore une fois, tant qu'ils arrivent à garder cette communauté extrêmement forte, extrêmement engagée, il y aura toujours des marques pour s'y associer. Voilà. Je pense que comme tu dis, avant de laisser la parole à d'autres personnes qui le souhaitent, le problème, il est à prendre à l'envers, c'est-à-dire que le CIO va le voir comme un appel, c'est-à-dire un produit d'appel. Le fait qu'il y ait cette compétition au JO ou dans des grandes messes, si j'ose dire, manifestations sportives, fait que derrière, au sponsor, tu pourras vendre une audience, tu pourras vendre des consommateurs, tu pourras vendre des cibles. C'est surtout ça comme il faut le voir. Pourquoi aujourd'hui un Samsung, un Visa, un Coca, etc., ils viennent au JO? Parce que derrière, ils veulent viser un consommateur. Et le fait qu'il y ait cette tranche d'âge présente au JO, qui regarde les JO par un biais indirect, fait qu'un Coca payera peut-être encore plus cher parce que ça l'intéresse de toucher cette cible-là. Donc voilà, c'est pas tellement de gagner de l'argent directement avec le sport, je pense que c'est aussi de faire venir une audience, de générer du trafic, et qu'une fois que tu as généré ce trafic, l'audience elle est là et tu peux l'adresser. C'est ça aussi qui est intéressant, à mon sens. C'est l'annonceur en tant que tel. D'autres questions, allez-y, il vous reste 5 minutes sur ce que vous souhaitez savoir. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, mais n'hésitez pas. Voilà. Maintenant qu'Alexandre a présenté, vous voyez le e-sport d'une autre manière. Alors, on n'est pas là pour convaincre des gens, on est là pour vous ouvrir, on est là pour parler de marketing, et en l'occurrence de sport, et on ne pouvait pas échapper à ce phénomène-là. Mais est-ce que vous voyez les choses de manière différente, voilà, par rapport à ce qu'on avait évoqué en cours notamment? J'ai une autre petite question, toujours sur le commercial. Le fait qu'ils passent tous en Ligue nationale, est-ce que c'est pas… Au début, ça a été Overwatch, puis Call of, ils sont passés en ligue fermée. Et c'était des jeux qui étaient au bord de la faillite. Et c'était plus pour se rattraper au niveau de l'argent. Et le fait que les gros jeux comme League of Legends passent aussi par des ligues fermées, est-ce que ça ne veut pas dire qu'en ce moment, ce n'est pas la joie au niveau financier à ce niveau-là? Parce que Overwatch, maintenant, ça a presque disparu. Pareil pour Code. Enfin, ça existe encore aux États-Unis, mais c'est dérisoire. En fait, la question, en fait, elle soulève un autre problème. C'est-à-dire que pourquoi j'insiste sur le jeu League of Legends, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'a réussi à faire Riot Games dans leur modèle, c'est d'installer un jeu d'un point de vue pérenne. Il faut savoir que dans cet écosystème-là, ce qui est un peu difficile, c'est le changement de jeu.
C'est-à-dire qu'un World of Warcraft dont je vous parlais, un WoW, à l'époque, c'était une dinguerie, tout le monde y jouait. Aujourd'hui, plus personne n'y joue. C'est-à-dire que c'est un jeu qui n'existe plus du tout. Donc, ça, une durée de vie, hein, et ça, Riot le dit, hein, une durée de vie d'un jeu aujourd'hui, c'est 3-4 ans dans l'e-sport. League of Legends, ça fait plus de 10 ans. Donc, en fait, tu as raison. Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que comment les éditeurs vont réussir à pérenniser leur jeu. Et ça, c'est beaucoup plus difficile comme question. Il y en a peu qui ont réussi à le faire. Il y a du Counter qui ont réussi à le faire. Il y a du Riot. Dota s'en sort bien aussi. Voilà, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Tu as raison. Je suis pas vraiment sûr que ça soit le modèle. C'est juste que tu as une offre aujourd'hui de renouvellement de jeux qui est énorme. Et donc, tu as des jeux, des fois, où la communauté va switcher parce que l'autre éditeur aura fait une version un peu évoluée, un peu meilleure. Et ça c'est plus le combat des éditeurs pour le coup. Et c'est plus ce combat-là qui vient du coup produire ce que tu viens de me dire. Ouais, Marie, je réponds à ta question. Tout est business aujourd'hui, hein, mais même dans le sport traditionnel, hein, quand on voit des maillots à 140 € avec flocage, le prix des places, les droits télé vendus à l'Asie, c'est pareil. On arrive en parallèle avec ce qu'on disait avec le e-sport. L'Asie, de par son gisement d'audience, est quelque chose de très fantasmatique, si j'ose dire, pour les annonceurs, parce que c'est l'épicentre au final du business avec les États-Unis, bien sûr. Dernière question, il reste une minute. Ouais. Dernière question, qui aura le dernier mot? Après, on va conclure et on te remerciera beaucoup pour ton expertise, ton temps et Ouais, je t'en prie. Partage. Pour répondre à Samuel, c'est l'audience c'est l'audience internationale que tu me donnes là sur Twitch pour WoW. Ouais, donc c'est drivé par les marchés asiatiques pour moi. Il y a encore beaucoup de marchés asiatiques jouent sur WoW, mais les marchés occidentaux un peu moins. Et parce que tu as raison, la nouvelle extension fait beaucoup. Mais bref, voilà. Une dernière question si vous le souhaitez. Je peux déborder un peu, hein, je suis pas à la pièce. Pas moi. Moi, j'ai 5 minutes de poche. Et je pense qu'il réenchaîne aussi. Non, mais voilà, par rapport à votre, encore pour conclure, par rapport à votre thématique qui est la nutrition et la diététique, potentiellement, dans cet univers-là, c'est sûr que vous avez des portes ouvertes, à mon avis, qui sont énormes. C'est-à-dire que, voilà, demain, je vais vous donner un exemple concret. La diététique, dans le sport traditionnel, c'est présent, comme je vous le disais, énormément. Demain, vous cherchez une place pour faire du biathlon, pour travailler avec du biathlon. Voilà, je vous dis les places, parce que le biathlon, c'est un sport, moi, que je trouve magnifique. L'effort est juste incroyable, le côté diététique est juste hallucinant, etc. Demain, vous voulez travailler pour l'équipe de France de biathlon, il y a une place. Voilà, il y a une place. Il y a une place. Demain, vous voulez travailler dans les sports, c'est pas une place, c'est vous avez une place, voire peut-être même deux, dans chaque équipe en fait qui va s'ouvrir. Donc pensez à ça aussi. Ayez bien ça en tête. Le sport, c'est super, c'est rêveur, c'est, je pense parmi tous ceux que j'ai en face de moi, il y a beaucoup de sportifs. C'est rêveur. Sachez que c'est un univers qui est très prisé. Il y a très peu de place, encore plus dans votre catégorie. Et alors que dans l'e-sport, aujourd'hui, pour moi, hein, si j'étais à votre place, je me dirais, ouais, ça constitue un marché qui peut créer de l'emploi pour nous sur nos postes, qui est juste un vrai besoin en plus pour eux. Voilà. Soyez opportunistes et là-dessus, ne vous fermez pas les portes, comme le dit très justement Alexandre. Merci beaucoup pour Je vous en prie. ton partage. Merci vraiment, ça leur ouvre aussi d'autres visions. Bon courage. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous allez sur mon profil LinkedIn, vous me faites une petite demande et j'essaierai de répondre à vos questions ou vos voilà. Si vous avez des conseils à me demander, n'hésitez pas. Merci à tous. Très bonne journée à tous. Très bonne journée, bon courage. Ciao, ciao.